Bonjour et bienvenue à cette deuxième capsule du cours 5 sur le financement. Alors, on va voir le financement. Vous venez de voir la gestion financière. Alors, ici, on veut comprendre les principales sources de financement qui sont disponibles pour l'organisation. Alors, essayez de remplir votre cochon. Définir une stratégie de financement. Alors, maintenant, vous savez comment établir votre budget. Alors, il ne faut pas, dans votre budget, omettre les fonds, les coûts pour recherche de fonds. OK? Parce que ça aussi, il y a des coûts pour rechercher les fonds, que ce soit des coûts pour les brochures, la documentation, des voyages. Alors ça, faut vraiment, les coûts de représentation, il faut ne pas les omettre ici. Après ça, auprès de qui? Alors, c'est qui les sources potentielles de financement? Il faut les identifier. Il faut bien les identifier parce que c'est beaucoup de travail. Alors, le plus finement, on peut identifier déjà quelle organisation ou qui a de la compatibilité avec notre organisation, le mieux c'est. Après, développer des supports de communication personnalisés pour chacune de ces sources potentielles. Après ça, qui dans notre équipe fera cette recherche de fonds? Okay, alors ça va être les étapes de notre stratégie. Alors, auprès de qui? Alors, on a des dons potentiels ou mécénat. On a des subventions publiques potentielles, des commandites ou des ressources propres. Alors, au niveau des dons, on peut avoir des fondations, des personnes privées, des entreprises ou clubs ou associations. Okay? Alors, au niveau des gouvernements, il y a les différents paliers ou organisations parapubliques. Et ensuite, au niveau des commandites, il y a les entreprises. Et au niveau des ressources propres, il y a les cotisations pour les coops, par exemple. Okay? Alors, les coopératives, on peut lever des fonds par le membership. On a les intérêts, puis on a la vente de produits ou prestations de services. Okay? Alors, ça, c'est vraiment une autre source de financement. Ensuite, quand on définit notre stratégie de financement, il faut regarder c'est quoi la répartition idéale. Alors, il faut éviter d'être dépendant d'une seule source parce que c'est trop de risques. Si on dépense seulement des subventions, puis que les subventions, les politiques changent, bien là, qu'est-ce qu'on fait? Okay, alors, mais trop de diversité, c'est beaucoup de gestion, puis c'est beaucoup de travail de gérer chacune des sources. Alors, avoir un bon équilibre, c'est pour gérer les risques et gérer la complexité, c'est encore une fois la meilleure des choses. Alors, s'alimenter de plusieurs sources. Alors, le pourcentage de subventions publiques qu'on veut rechercher, pourcentage de mécénat privé, okay, alors qui peut être réparti entre des fondations ou des personnes privées ou des entreprises, le pourcentage de dons en matériel, ok, et le pourcentage de commandites ou partenariats d'entreprise et le pourcentage de ressources propres. Alors, c'est sûr qu'avec des fondations donatrices, finalement, ils donnent les plus grandes sommes, puis c'est sur un temps un peu plus étiré. Okay? Alors, c'est plus stable comme source de financement, mais habituellement, ça demande beaucoup plus d'efforts au niveau de suivi et au niveau de la vigilance, puis ils ont beaucoup plus de requêtes en termes de standards de vigilance. Ça veut dire qu'ils vont avoir des tableaux particuliers et ça va être... C'est pas que les standards sont plus élevés que les vôtres, mais ça se peut que ce soit différent des vôtres. Alors, vous allez devoir faire la mesure de la performance de votre organisation et la mesure de l'impact pour leur programme également. Alors, des fois, ça fait la duplication de mesures. OK? Alors, mais parfois, ça vaut bien la peine parce que c'est des sommes très, très élevées. Alors, mais ça, c'est de la gestion. Il faut gérer les dons des fondations. Alors, les fondations donatrices, alors, il faut se dire, est-ce que notre projet entre dans leurs critères? Parce que souvent, ils ont des angles philanthropiques très spécifiques, avec des critères très spécifiques.
Alors, il faut regarder si nous, on est compatible. Est-ce que quel type de dépenses sont financées par ces fondations, par la fondation qu'on vise? Est-ce que c'est quoi les dates d'envoi? Est-ce qu'on a le temps? Quel type de dossier faut envoyer? Des fois, ils ont déjà un modèle très précis avec une structure très précise. Des fois, ils n'ont pas une structure très précise. Est-ce qu'il y a des plafonds ou des planchers de financement de projet? Est-ce qu'ils ont besoin de cofinancement? OK. Est-ce qu'ils demandent un prérequis d'un cofinancement? Et est-ce que vous connaissez quelqu'un membre du conseil de la fondation? Alors, si les fondations n'ont pas un gabarit, ça, c'est une recommandation d'avoir une lettre d'accompagnement qui est adressée à la personne qui gère le programme avec un sommaire, un résumé du projet avec une demande chiffrée, OK? Une page avec la description après ça du projet, le contexte, les besoins, les objectifs, les bénéficiaires, le déroulement, les différentes phases, OK? L'impact attendu, les moyens matériels, l'échéancier, OK? Les indicateurs que vous avez retenus pour mesurer l'impact potentiel que vous avez prévu. Vous pouvez avoir des annexes comme les budgets ou les membres du CA, le rapport annuel. Des revues de presse, si vous avez des revues de presse. Alors, différentes stratégies. Bon, vous pouvez aussi avoir les personnes privées. OK, alors, vous pouvez avoir une stratégie de personnes privées de masse, ça veut dire envoyer en masse puis avoir des petits dons. Alors, moyen risque, OK, mais le risque est minimum parce que, dans le fond, vous avez un financement quand même stable parce que s'il y a une personne qui ne donne pas, ben, vous n'êtes pas globalement affecté, vous n'êtes pas trop affecté. C'est des petits dons de beaucoup de personnes, mais ça demande une stratégie de masse, OK, un marketing de masse pour ça. OK, alors masse, courriel de masse, réseaux sociaux, tout ça. Ou vous pouvez avoir une stratégie grand donateur, ça veut dire peu de donateurs privés, des grands donateurs privés. Mais les grands donateurs privés, ça veut dire que vous allez avoir des relations privilégiées avec eux. Ils pourraient avoir une influence un petit peu plus particulière sur l'organisation. OK? Mais les sommes qu'ils donnent vont être plus conséquentes. Alors, les entreprises, oui, ils aiment financer des activités qui sont visibles. C'est plus souvent à court terme parce que ils veulent garder leurs options ouvertes, mais ils vont vouloir aussi préférer des activités qui ont peu de probabilité de causer de la controverse. Ça veut dire que si vous vous êtes une organisation sociale innovante qui est qui pourrait un petit peu bousculer les façons de penser, mais c'est peut-être pas toutes les entreprises qui vont être attirées vers ça. Puis, vous pouvez quand même développer des partenariats à long terme avec certaines entreprises, surtout quand il y a des compatibilités, soit au niveau de la recherche et développement ou même au niveau des axes de développement social. Alors, ça peut arriver. Ensuite, mais ça, c'est dans le fond des exemples de supports que vous pouvez utiliser pour les différentes cibles que vous voulez approcher pour les donateurs privés. C'est sûr que vous pouvez faire du télémarketing, emailing, des événements. Alors, mais les donateurs privés, là, idéalement, c'est surtout si c'est des grands donateurs, il faut que ça soit des relations privilégiées que vous développez. Okay? Si c'est des donateurs privés de masse, mais là, vous allez privilégier les outils de masse. Les fondations donatrices, c'est des dossiers de demande que vous allez développer, mais vous pouvez aussi développer la relation à travers les membres du conseil si vous connaissez. Alors, faites du réseautage, mais il faut que ce soit du réseautage quand même assez chaud, OK? Alors, pas du réseautage, appeler quelqu'un que vous ne connaissez pas à ce moment-là, c'est un petit peu délicat. Si vous connaissez quelqu'un sur le conseil, là, c'est plus intéressant de demander de l'information de background avant de passer par
de passer la demande. Sûr que vous allez devoir passer la demande. Okay? Il n'y a pas personne qui passe à côté de ça, mais au moins, vous avez un petit peu d'informations sur comment les décisions vont être prises, comment les dossiers vont être évalués. Comme ça, vous pouvez adapter votre demande un petit peu plus, un petit peu mieux. Collectivité publique, bon, c'est encore là, c'est un peu la même chose. C'est un dossier de demande, puis c'est encore là, vous connaissez quelqu'un qui gère ces dossiers-là, puis vous pouvez demander un petit peu d'informations au préalable, tant mieux, mais ça, c'est plus rare, OK, d'être capable d'avoir de l'information sur personnalisée sur comment monter le dossier. Habituellement, ça dit déjà les sections que vous avez besoin de monter et dans quel format, et vous devez respecter ce format-là. Les entreprises, ben, c'est avec des conventions de commandite et des partenariats. Vous pouvez les visiter, vous pouvez faire des événements. Alors, c'est vraiment du réseautage. Alors, c'est sûr que c'est laborieux, hein? Alors, c'est un travail d'équipe. Ce n'est pas une personne qui est en charge. Puis, même s'il y a des personnes qui sont en charge, même si vous ne l'êtes pas en charge et vous voyez des opportunités, il faut que vous les fassiez, vous les communiquez aux personnes qui sont en charge parce que honnêtement, c'est quand même un gros travail, le financement d'une organisation. C'est un travail qui s'échelonne dans le temps. Okay? Alors, vous êtes toujours en train de financer. Ce n'est pas un travail qui se termine. Et il faut se projeter dans le futur pour essayer de voir où on veut aller avec nos programmes de financement pour pouvoir vraiment établir notre plan de financement, puis les pourcentages, la répartition, puis essayer idéalement de vraiment atteindre ces objectifs-là. OK? Et il faut activer notre réseau. Mais aussi, ça peut être une problématique, c'est quand dans une organisation sociale ou toute autre organisation, par exemple, on embauche quelqu'un pour nous aider dans notre levée de fonds, mais cette personne-là a un gros réseau, ben, cette personne-là va vouloir rester propriétaire de ses contacts. Alors, qui reste propriétaire des contacts? Alors, ça peut faire partie du contrat d'emploi, ça, des choses comme ça. Alors, les attentes et les motivations des bailleurs de fonds, c'est vraiment important. Alors, connaître ce qui les motive à participer au financement de notre organisation va nous aider à présenter l'information et monter notre dossier plus efficacement ou faire notre présentation, notre pitch de vente, si on veut, un peu plus efficacement. Alors, par exemple, est-ce que c'est avoir des coûts administratifs bas, la transparence dans les finances, un suivi à temps? Est-ce qu'eux autres, ils veulent un suivi à temps? Est-ce qu'ils veulent une déduction? C'est juste ça qu'ils veulent, eux autres, une déduction du don dans leurs impôts? Ou est-ce qu'ils veulent faire une différence sur une problématique ou des problématiques? Puis ils veulent avoir une voix. Alors, tout dépendant de ce qui les motive et ce qui les attend dans leur participation, mais il faut premièrement gérer les attentes, puis aussi il faut les respecter. OK? Alors, assurer un suivi avec ces personnes. OK, alors essayez d'avoir une grille, une base de données. C'est plus facile de conserver un partenaire que d'en recruter un nouveau parce que lui, il connaît la qualité de notre service, il connaît ce qu'on fait. Étant donné qu'il a déjà été partenaire parce qu'il croit déjà en la cause, ça veut dire qu'on a moins de travail à faire à le conserver qu'à le recruter. Alors, tenir une base de données à jour et personnaliser la communication au type de donateur. Okay? Ça veut dire qu'on ne va pas envoyer la même information à un donateur de fondation qu'à un donateur privé. Okay? Ce n'est pas du tout le même type de donateur, ils n'ont pas les mêmes attentes et ils n'ont pas non plus les mêmes motivations. Alors, par exemple, il y a différentes catégories. Par exemple, les prospects, ils n'ont jamais fait affaire avec vous. Alors, ça veut dire que certainement, on ne va pas communiquer avec eux de la même façon, mais un donateur qui a fait un don ou un donateur régulier,
un donateur qui a cessé, on ne va pas parler de la même façon. Le discours n'est pas le même. On a un grand ami, un ami de longue date, ou un ami qui est un peu gêné, on ne va pas lui parler de la même façon, on ne va pas lui faire peur. Alors, il faut quand même adapter c'est pas une façon de apprécier moins ou apprécier plus quelqu'un, c'est d'adapter le niveau de langage aux circonstances et au niveau de confort du donateur avec notre organisation. Il y a aussi le crowdfunding, qui est vraiment une option intéressante de nos jours. Ça met directement en lien l'innovateur social avec les internautes. Alors, ça peut inspirer directement les investisseurs potentiels, générer des fonds à partir de petites sommes, générer un gros fonds. Par contre, c'est très concurrentiel. Il y a plein de plateformes, puis il y a plein de projets. Ça veut dire qu'il faut être quand même inspirant, il faut se différencier. Alors, parce que comment vous allez amener les gens à venir sur votre projet, donner à votre projet plutôt que les autres. Alors, ça devient un peu concurrentiel. Et ça nécessite un suivi, un réseau, hein, parce que toujours quand même promouvoir notre projet crowdfunding. Puis lorsqu'une collecte échoue, habituellement, l'argent retourne aux internautes. Okay? Alors, si par exemple, vous avez travaillé fort sur un projet pendant quelques semaines, puis que vous n'avez pas réussi à atteindre votre cible, mais ça se peut que l'argent retourne aux internautes. Alors, voici quelques plateformes de crowdfunding. Alors, pour vous, nommez des formes de financement et quels sont les enjeux d'avoir trop de sources diversifiées ou pas suffisamment de diversification de sources de financement.